Le médecin, il avait du mal à comprendre. Il me le disait souvent qu'il était subjugué par ma réaction, que c'était pas une réaction classique de chanter toute la journée des chansons, de louanges, de prier, d'être dans la joie quand même. Et il comprenait pas. Bah, moi non plus. Finalement, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Bienvenue dans Femmes en Action podcast. Des femmes, des parcours, des vies transformées par Dieu. Ici, on parle vrai. Pas de masque, pas de faux semblants. Des témoignages authentiques pour fortifier, réconforter et inspirer. Femmes en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous rappeler que vous êtes au cœur d'une mini-série un peu spéciale. Chaque mercredi, un épisode. Je vous partage des témoignages de femmes qui ont vécu la perte d'un enfant à différents moments de leur parcours de maternité. Si vous n'avez pas encore écouté le témoignage de Sabrina, je vous invite à le découvrir pour entrer pleinement dans cette série et dans les histoires qui la composent. Je tiens aussi à vous rappeler que ce sont des sujets particulièrement sensibles, alors si vous sentez que ce n'est pas le bon moment pour vous, écoutez-vous et prenez soin de vous. Dans l'épisode du jour, j'accueille Laetitia. Elle a accepté de nous confier une partie très intime de son histoire, la perte de son bébé au cours de sa grossesse aux alentours du 5e mois. Avec beaucoup de sincérité, elle met des mots sur ce qu'elle a traversé, sur ce lien déjà présent, sur la manière dont elle avance aujourd'hui avec cette histoire. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Laetitia. Bonjour Ophélia. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos éditrices et éventuellement nos auditeurs qui traînent une oreille par là? Alors oui, je m'appelle donc Laetitia, j'ai 36 ans et je suis enseignante, mariée et une petite fille. Ok. Et comment la foi fait partie de ta vie aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'avoue qu'avec le rythme intense que j'ai, pas beaucoup de lecture, à mon grand regret, mais je suis toujours en lien, toujours constant. Beaucoup de lamentations, et beaucoup de discussions, juste de questionnements que je lance à chaque fois vers Dieu pour comprendre le monde qui nous entoure, qui, selon moi, est très anxiogène. Ok. Voilà, ouais. Et si tu devais choisir un mot pour décrire ta relation avec Dieu, lequel tu choisirais? Je dirais immérité. C'est quelque chose qui me revient très souvent. Et je me dis, mais pourquoi? J'ai du mal à comprendre. Pourquoi Dieu me bénit autant? Pourquoi il est aussi bon? Pourquoi quand je choisis de prier, quand j'ai un problème, ça se résout? Ça paraît bête, on a envie de dire oui, c'est le but du christianisme, mais en même temps, je me dis, j'ai l'impression quand je regarde autour de moi qu'il y en a qui galèrent tellement que je ne comprends pas pourquoi moi, c'est aussi quand je fais pas le ratio, mais la différence entre celle que je suis, celle que je trouve être à l'intérieur de moi et ce que Dieu fait avec moi, je me dis, ouais, c'est immérité. Moi, je vois pas. La grâce de Dieu. La grâce. Qui est là, qui surabonde et c'est quelque chose. Elle est pas logique. Et la grâce est clairement imméritée. Et elle est clairement imméritée, mais c'est vraiment quelque chose, vraiment quelque chose avec laquelle j'ai du mal. Okay. Encore aujourd'hui. Ok. Donc, avant de parler de ce que tu as traversé, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu te sentais à cette saison de ta vie? Qu'est-ce que tu vivais? Comment se passait ton quotidien? J'étais donc jeune mariée. Bon, pas si jeune mariée que ça, mais ça faisait 3 ans qu'on était mariés. Depuis le début, Peter me demandait d'avoir un enfant, même avant qu'on soit mariés. Et clairement, moi, j'étais pas prête. J'étais quand même jeune à l'époque. Je pense plutôt à mon travail. J'ai encore peur, je me trouve encore des excuses pour dire non, plus tard. Donc à ce moment-là de ma vie, mais c'est aussi Covid, beaucoup de restrictions qui arrivent, ma sœur qui se marie. C'est d'ailleurs à cette période-là que tout va, au moment du mariage de ma sœur, que ça va un peu se débloquer dans ma tête, mais sinon,
Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'au mariage de ta sœur, justement, il y a ce truc qui se débloque et que tu as envie de passer à l'action finalement? On va dire que je suis heureuse. C'est un très bel événement, très heureux événement. Je me laisse un petit peu avoir parce que Peter, depuis le temps, il calcule mes cycles, il sait où j'en suis, il sait tout. Et donc, chaque fois, il pense m'avoir, mais moi, je sais que là, c'est pas bon. Donc, je bloquais le processus dès que je pouvais, dès qu'il le fallait. Et puis là, l'euphorie, j'ai pas mis de barrière en me disant, bon, peut-être que ça va pas non plus prendre, on verra bien. Ok, ouais. Et finalement... Finalement, ça a pris. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la suite, de ce début de grossesse? Eh ben, quand je le découvre, alors je le sens presque tout de suite. Je le comprends dans mon corps, qu'il y a un changement. Tu ressens quels symptômes concrètement, si tu t'en souviens? Pas vraiment de symptômes, mais ressentis dans des ton ressentis, corps, ouais. Des changements minimes, mais très minimes, mais perceptibles. Quand tu connais ton corps, ouais. C'est perceptible et tu le ressens. Exactement. Puis après, il y a un retard de règles, donc je me dis ah. Et quand je vois la réponse sur le test de grossesse, je suis envahie de joie, tout de suite. Et j'ai un sentiment de toute puissance qui s'installe en me disant je suis invincible, c'est moi et mon bébé. Tout de suite, je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Enfin, je sais pas, c'est vraiment tout de suite, il y a un petit nuage qui se fait. Ok. Et du coup, comment tu l'annonces à Peter? J'imagine qu'il devait être excité, oui. Super content comme toi. Exactement. Super content. Je lui ai annoncé avec une petite devinette ou un petit truc un peu mignon. Et il était super content. Moi, je l'annonce à qui veut bien l'entendre. Je prends le tramway pour aller au travail. Je le dis à ma voisine du tramway. Je le dis à tous ceux qui le veulent. Je trouve toute occasion pour lancer le sujet, quoi. Pour dire, oui, je suis enceinte. Oui, je suis enceinte. Donc, je me sens vraiment bien. Ouais, j'ai 30 ans, je suis bien. Tout simplement. Ok. Et comment se déroule la suite de ta grossesse? Je peux entendre le cœur du bébé avec une première écho de datation, comme ils disent. Après, il y a une autre écho, une vraie première écho de premier trimestre, comme on dit. Je réentends la phrase de ce médecin, mais vraiment, j'ai envie de... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de l'emplafonner quelque part. Il me dit « Ah, il y a un problème ». Et quand il me dit « Ah, il y a un problème », là, je regarde de plus près l'écho et je comprends, bizarrement. Pourtant, ce n'était pas encore très, très dessiné, mais je comprends qu'il y a un problème. Et je lui dis « Ah ». Et en fait, je comprends que les organes se développent, les organes viscéraux, donc les viscères et tout ça, du ventre, se développe en dehors du ventre. Donc ça s'appelle un omphalocèle. Parce que normalement, le ventre, il se ferme dans les premiers mois. Et là, il était resté ouvert. La poche, c'était quand même dans une poche. Il y avait quand même la poche. Mais la poche sortait de la peau. Sortait du ventre, quoi. Et donc, toutes les viscères s'épanchaient. Ce qui emmenait aussi l'estomac et le cœur qui commençait à tirer aussi dans le mauvais sens, à se déplacer, quoi. Donc il me dit, oui, il y a un omphalocèle. De but en blanc. Ouais, avec son « Ah, il y a un problème ». Et t'étais toute seule là? Là, j'étais toute seule, ouais. Et il me dit, je vous conseille de ne pas trop vous enthousiasmer. Donc il me dit tout de suite en gros de me calmer. Bon, clairement, il n'était pas dans l'empathie du tout. Il n'était pas du tout dans la réalité de la situation, clairement. Peut-être qu'il se protège, peut-être qu'il a été blasé, on sait pas. Mais moi, ça a été violent, ça c'est sûr. Donc, je sors de là avec le numéro d'un spécialiste d'Annecy. Je prends rendez-vous. Et là, c'est un truc qui s'enchaîne, c'est une grosse machine. Je vois ce médecin qui me renvoie vers des chirurgiens qui pourraient opérer. Attends, alors, parce que là, lui, il t'annonce ça de but en blanc, sans prendre de pincettes, et t'es choquée. Et à ce moment-là, tu te sens comment? Parce que c'était au cours du 3e mois que tu fais cette échographie, et t'es toute seule quand il t'annonce ça. Et du coup, comment tu te sens en sortant de là, de ce rendez-vous-là?
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je suis abasourdie, mais elle est toujours dans mon ventre. Bon, je sais pas à ce moment-là que c'est une fille. Mais bébé est toujours dans mon ventre et je me sens toujours avec mon bébé. Donc, je réalise peut-être pas tout et je suis encore pleine d'espoir. Il me dit de pas trop compter dessus, mais moi j'ai mon bébé, c'est tout ce que je sais. Donc, surtout que quand je vais voir le spécialiste, là il y a ma sœur avec moi et le médecin il me dit tous les risques, tout ce qui va, tout ce qui peut se passer, notamment qu'on peut opérer à la naissance. C'était parmi les gros enfantsels, mais qui pouvaient s'opérer. Donc moi j'entends, il y a une possibilité, je me raccroche qu'à ça. Ok, on va opérer, c'est tout. C'était vraiment l'innocence, l'insouciance du début et d'une première grossesse, je pense. Mais là, j'étais concentrée sur la ligne d'arrivée. Juste avant de reprendre l'épisode, si Femmes en Action t'inspire, alors prends simplement 10 secondes pour soutenir le podcast. Tu peux t'abonner dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Et surtout, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Tu n'imagines pas à quel point ça aide le podcast à être découvert par d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ces histoires, ces conversations et ces témoignages. Chaque note, chaque commentaire, chaque partage permet à Femmes en Action de grandir et de continuer à donner une voix à des parcours puissants, vrais, inspirants. Merci d'être là et maintenant on reprend l'épisode. Donc je vois le spécialiste qui était à Grenoble, qui m'a expliqué la marche à suivre. Alors c'était un truc très, très compliqué, hein, il aurait fallu garder le ventre ouvert à la naissance, mettre du poids dessus pour rentrer les organes avant de commencer à refermer. Et là, on m'explique tout ça. Moi, ça ne me fait pas peur. J'entends pas un bébé tout petit qui aura le ventre ouvert. J'entends pas ça. J'entends, ah ok, d'accord, J'entends tout le positif, si je puis dire, du truc. Même si je vois, et ça me fait peur, mais je vois toujours, ok, il y a une possibilité, quoi. Du coup, là, par contre, les autres spécialistes étaient vraiment à l'écoute et accompagnants. À côté de ça, ce n'était pas le seul problème, c'était que j'avais une béance de col. J'avais le col qui ne tenait pas. Il s'est avéré que j'avais une béance de col pour la grossesse d'après. Donc, c'était vraiment j'ai un col pathologique, comme ils disent. J'ai un problème de col, quoi. Pour être plus précise. Qui fait pas son travail. Voilà, qui fait pas son travail de pas tenir super bien son job. Exactement. Et donc là, pendant tous ces moments, votre col est court, comme on dit. Donc il ne fait pas son travail, il lâche, il se relâche. Et il commence à s'ouvrir, d'ailleurs même. Là, je commence à devoir m'aliter. Ils me disent, si vous voulez le garder, il va falloir vous aliter. Vous ne pourrez plus bouger là. Et moi, donc on est qu'au début. Hein. Là, du coup, c'est à combien de mois, semaines? Tout se passe assez vite là. Au 3e mois, je commence à savoir que je vais devoir rester alitée pendant longtemps. Donc tout le 4e mois, je suis restée quasiment alitée. Ah ouais. Mais je voyais tellement le positif, c'était dingue. Là, à ce moment-là, je pense que je me suis jamais autant accrochée à Dieu, clairement. Je voyais, j'avais une chambre qui donnait sur la montagne, là, le Mont Verrier. Je voyais le soleil, je voyais les étoiles. Mais je voyais Orion tous les jours, la constellation d'Orion. Mais je n'ai jamais autant, je sais pas moi, vu de rapport entre les textes bibliques, Dieu est mon rocher. Ben oui, je vois le rocher, il est là. Le soleil qui m'illuminait chaque matin. J'avais vraiment la vue sur la puissance de la nature. Pour ceux qui vont entendre et vont se dire, oui, bon, on sait, oui. Mais quand on est dans une chambre, en période de Covid, sans visite, je précise, Peter n'avait pas le droit de venir, mon mari. Merci le Covid. Quoi. Non, mais c'était... Alors là, donc pas de visite. Tout le monde est masqué. Il y a vraiment une perte d'humanité de quelque chose. Il y a une perte de quelque chose, mais de quelque chose d'essentiel, qui paraît pas comme ça. Tout à fait. Mais non. Et du coup, tu expliques que voilà, tu es dans cette chambre-là et tu t'es presque jamais senti aussi proche de Dieu. Ouais. Et tu as vraiment ces promesses bibliques qui sont palpables en regardant à travers la fenêtre, en voyant la création. J'avais et ma là, Bible avec moi. Tu sens vraiment que Dieu est là, qu'il t'accompagne et qu'il est là, en fait. Et là, c'était chaque jour après l'autre. Peter était
À la maison et au travail, il travaillait encore. Il se réveillait tous les matins avec son partenaire de prière pour prier aux aurores, pendant que moi j'étais dans la chambre. Et moi je me réveillais pareil, prier, chanter. Des fois on passait toute la journée, lui comme il conduit, il mettait son Bluetooth et moi je chantais. Mais on passait la journée comme ça. C'était... En fait, je ne pouvais pas lâcher la main de Dieu, j'avais pas le luxe de pouvoir lâcher sa main. Sinon, je m'écroulais. Il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est vrai que ça m'est jamais arrivé depuis de me sentir autant dépendante de Dieu. Et donc là, mon ventre commence à grossir, et ça se voit. Je sens la poche s'alourdir à chaque pas où je vais aux toilettes, où je vais... Mais par contre, l'équipe d'Annecy, moi j'ai trouvé extraordinaire de venir tous les jours discuter, chaque sage-femme qui venait tous les jours m'aider à faire le processus dans ma tête de ce qui se passait, à quoi me préparer. Ouais, tu dis tous les cas, c'est-à-dire que vous envisagez toutes les possibilités. Oui, celle qui était encouragée par l'hôpital, c'était de mettre la fin à cette grossesse, puisque me battre autant pour un fœtus qui aurait eu besoin d'autant de soins, il me disait, mais vous vous rendez pas compte, peut-être qu'il sera handicapé, peut-être qu'il y aura des séquelles, en tout cas. Je disais, peut-être, mais tout ce que je sais, c'est que moi, c'est mon bébé. Je vais pas le sortir. Je vais pas le sortir. Donc il partira s'il veut partir, mais moi, je n'en ferai rien s'il est avec moi. On me dit que c'est une fille, après, rapidement, quand même, quand je suis à l'hôpital. Mais alors là, c'est ma fille et moi. Et j'ouvre un petit journal, un petit carnet que je commence à écrire pour elle, en fait. Et je commence à lui écrire à elle. Et c'est là que je me suis sentie être une maman. C'est trop bizarre. J'avais pas encore accouché, que je me disais déjà que c'est ma fille, que je suis maman. Et je commence à lui écrire parce que j'ai des décisions à prendre et pour elle. Donc je suis déjà dans le rôle de prendre soin d'elle. Et je suis déjà mère. Mais ça, pendant longtemps, avant d'avoir ma première fille vivante, ça n'avait pas de sens aux yeux des autres. T'es maman, toi ? Je pouvais pas dire oui. Parce que même si je dis oui et que je raconte tout, ouais, tu l'as jamais vue. Enfin, si, je l'ai vue, mais tu l'as jamais vue vivante. Donc, ça va pas de sens. Mais moi, j'étais vraiment mère. Donc, je lui écrivais tous les jours mon processus, ce que je veux pour elle. Il y a vraiment eu tout un processus dedans jusqu'à ce que je sois certaine de ne pas vouloir la déloger. Je préférais vraiment que Dieu fasse son œuvre. Je voyais qu'il m'accompagnait chaque jour. Le médecin, il avait du mal à comprendre. Il me le disait souvent, qu'il était subjugué par ma réaction, que c'était pas une réaction classique. De chanter toute la journée, des chansons, de louanges, de prier, d'être dans la joie quand même. Et il comprenait pas. Moi non plus, finalement, j'ai envie de dire. C'est comme ça. On a fait une entorse. Mon anniversaire est arrivé. Ils ont fait une entorse pour laisser Peter venir à mon anniversaire. Pour nous, c'était déjà super de se voir. On lisait aussi un livre en même temps. Le livre de Melody Mason. Je ne sais pas si tu connais. Osez demander plus. Oui. Et du coup, il y a un chapitre qui dit « Quand Dieu dit non ». Et on est tombé dessus. On est arrivé jusqu'à ce chapitre-là. Et en fait, juste après, c'était fini. Comment ça, juste après, c'était fini ? Juste après avoir lu ce chapitre-là, ouais. La grossesse s'est terminée. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment ça s'est passé ? On lisait un chapitre, je ne sais plus si c'est tous les jours, et jusqu'à ce qu'on tombe sur ce chapitre « Quand Dieu dit non ». Donc c'est un chapitre où elle partage son expérience et où elle se rend compte que Dieu ne va pas aller dans le sens qu'elle veut. Et nous, en lisant ce chapitre, ça nous bouleverse. Et en fait, à ce moment-là, moi, je développe une infection parce que mon col s'était tellement ouvert. Ça avait fissuré ? Ça avait fissuré la poche des os. Donc la barrière contre les microbes était très affaiblie. Il n'en restait pas beaucoup. Il y a une infection localisée à ce niveau-là de la poche des os. Mais au bout d'un moment, ça a été généralisé rapidement. L'infection, elle a pris le dessus. J'avais je ne sais plus combien de fièvre. Je l'ai senti, que je n'étais pas bien. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas me traiter. Les médicaments, ils allaient pas être supportés par la petite à ce moment-là. Et rester comme ça, allait tout simplement, de ce qu'il me disait, me mener vers la rupture de la poche des os
mais avec le risque d'endommager mes organes. Et après, et encore plus généralement, ma vie, suivant le type d'infection, suivant la virulence de la chose. Bon, là, je suis un peu... je suis pas dans mon état complètement normal. J'ai plus combien j'ai de fièvre, mais j'en ai beaucoup. Là, tout de suite, je me dis, ah oui, mon corps, il se bat, là. Il est en train de se battre. Là, c'est là qu'ils me disent, je pense qu'il vaut mieux faire l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, donc à différencier de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. Ouais, alors, l'IMG, interruption médicale de grossesse, c'est une interruption volontaire d'une grossesse pour des raisons médicales graves concernant la santé de la mère ou du bébé. C'est une décision qui est encadrée médicalement et souvent vécue comme un choc et un deuil complexe. Si tu peux nous en dire un peu plus, comment ça se passe concrètement, l'IMG ? Eh ben, dans mon cas, ça a été une prise de... J'ai pris des cachets, je pense, d'ocytocine, quelque chose qui me donnait des contractions. Et j'ai eu l'impression de faire un avortement, quoi. Je me suis dit, bon, ben... Mais bon, il m'avait bien expliqué que là, il n'y avait plus de bonne issue dans les deux cas. Et moi, je me battais chaque jour pour me rapprocher du stade de grande prématurité, des 24 semaines de grossesse. C'était mon objectif. Ouais, parce qu'à partir de ce moment-là... On peut le sortir et le garder en couveuse, artificiellement en vie. Ça aurait été quelque chose de très long et très, très lourd. Hein. Je sais très bien. On ne peut pas abandonner. Enfin, il n'y a pas l'autre option. Ah, c'est dur. Bon, bah, vous avez raison. Même si maintenant, je comprends certaines familles qui ont pu faire ça en se disant, ah oui, non, le fœtus, il a, je sais pas, de la trisomie, il a des choses lourdes. Je peux comprendre parce que... Même quand la décision impossible à prendre est prise, ouais. Ça reste une décision impossible à prendre. En fait. Ça reste impossible et déchirant. Je pense que c'est déchirant pour tout le monde, mais je peux comprendre maintenant parce que je me dis, ok, même quand ils sont en vie, en bonne santé, on s'inquiète à outrance. Alors quand ils le sont, malades ou quoi, c'est juste invivable par moment. J'ai bien compris par la suite. Pour en revenir, je prends mes cachets, les contractions arrivent bien fortes. En fait, j'avais pas compris. On me dit, en fait, tu vas accoucher là. Alors, il me parle de fausse couche tardive. Alors, ce terme, je l'ai pas plus supporté pendant tout ce temps-là. Le corps médical parle de fausse couche. Moi aussi, je déteste ce terme-là parce qu'il y a rien qui est faux. C'est un vrai accouchement, il y a une vraie couche, il y a un vrai bébé qui est implanté ici. Et quand on utilise ces termes-là, c'est pour décrire la perte naturelle d'une grossesse avant la viabilité du bébé, généralement avant les 22 semaines d'aménorrhée. Et elle peut être précoce ou tardive et représente une épreuve souvent invisible mais profondément marquante parce que c'est quand même la perte d'un bébé. Et aujourd'hui, on a tendance, en tout cas les femmes, aimeraient plutôt qu'on parle d'arrêt naturel de grossesse, c'est-à-dire la grossesse qui n'a pas suivi au lieu de fausse couche. Qui est mieux adapté pour parler, entre guillemets, de ce terme-là de fausse couche et qui met l'accent sur le fait que la grossesse s'est interrompue spontanément. Même si là, ça restait une interruption médicale de grossesse. Comme il y avait un acte médical qui était intervenu par la prise, dans ton cas, par la prise de cachet. Moi, je me disais trop grande prématurité. Il y a le stade de très grand de prématurité. Moi, je me disais, c'était une trop grande prématurité. Et là, du coup, tu comprends que, on te donne les médicaments, que tu vas devoir accoucher et tu n'étais pas prête psychologiquement à ça? Non, je disais à mon médecin, je crois que je ne veux pas voir le bébé parce que je ne sais pas dans quel état il est, ce bébé. Qu'est-ce que c'est qu'un bébé de 20 et quelques semaines? Enfin, j'ai fait des cauchemars juste avant. Oh, mais les cauchemars! J'avais peur d'éternuer, que ça sorte et que l'enfant, il suffoque comme ça. Mais vraiment, j'étais dans un monde parallèle de peur. Et le médecin m'a conseillé, m'a dit, je pense que vous feriez mieux de le voir, de le prendre. Vous allez voir, c'est un bébé. Ça change pas. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai dit, ok, je vais accoucher, Donc l'accouchement s'est passé, bien je sais pas.
Mais la sage-femme, elle était en or. Elle m'a aidée parce qu'en fait, il fallait quand même pousser, il fallait quand même... ça reste toujours plus gros que l'ouverture de base du vagin. Donc, ça restait un accouchement. Elle était déjà décédée avant de sortir par les contractions. Il m'a dit, parce que moi, je voulais savoir à quel moment elle allait vraiment rendre son dernier souffle. Est-ce que j'allais la voir suffoquer ? Comment je vais vivre ce moment-là ? Je voulais être prévenue. Et il m'a dit non, elle sera déjà partie avant parce que les contractions seront trop fortes pour elle, déjà. Donc c'est vous dire les contractions, comment elles sont fortes. Donc elle est arrivée toute sereine, avec les mains comme si elle s'était endormie. Elle était trop mignonne, en fait. La peau n'était pas encore rose, elle était encore translucide. On voyait que les traits n'étaient pas tout à fait... étaient encore moins aboutis que quand ils naissent. Déjà, quand ils naissent, ils sont déjà pas tout à fait aboutis, alors bon. Mais elle était arrivée avec une telle sérénité. Et c'était juste... Je voulais plus la quitter après. Je voulais plus la rendre. On m'avait dit, oui, vous n'allez pas pouvoir la garder. Il faut choisir si on veut l'enterrer, tout ça. On n'a pas choisi l'enterrement. Ça résonnait pas pour nous. Je sais qu'il y en a plein qui choisissent l'enterrement. On n'a pas préféré ça. On a préféré qu'ils s'occupent de l'incinération. J'avais pas envie d'avoir un endroit où je sais que je peux encore plus y penser fortement. Je sais pas, c'était trop. J'ai pas ce rapport-là, peut-être à la mort, je sais pas. Je sais que j'ai accouché, le placenta était friable. Normalement, il doit sortir après l'accouchement. Donc là, il n'est pas sorti. En tout cas, pas totalement. Il s'est un peu cassé, délité. Il a fallu aller le chercher à la main. Donc elle a mis sa main. Donc ça, c'était un autre passage. Il fallait... on vient gratter dans ton utérus. Je sais pas si on imagine la sensation. Là, tu étais sous anesthésie quand même. T'avais eu la péridurale ou... Non, malheureusement, non. J'avais eu le gaz euphorisant. On m'avait dit le gaz euphorisant va m'aider va me laisser sentir tout, mais... Ouais. Avec une impression de légèreté, ouais. Entre guillemets. Ouais. Donc je sentais. Non, c'était douloureux ça quand même. C'était douloureux. Il faut... Vraiment, qu'est-ce que ta main fait dans mon utérus ? Donc, mais elle a très bien accompagné ce moment, la sage-femme, que j'ai revu pour ma deuxième fille. Et elle a voulu me revoir. Elle se rappelait, 3 ans plus tard, elle se rappelait. Donc vraiment... incroyable. Incroyable. Elle est venue dans ma chambre après et tout. Enfin, elle a bouclé la boucle pour la deuxième. On était tous les deux émus avec Peter après, quand elle est venue. Et voilà, on a pu la voir une journée et le lendemain. Et après, il fallait la rendre. Et repartir sans bébé. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous reviendrez pour le prochain. Mais quel prochain ? Ouais. Mais dans ma tête. Impossible d'entendre ça. Quel prochain ? Impossible d'entendre ça. Mais pendant tout le long, j'ai jamais voulu refaire. Je pense que c'est pas un accident, mais c'est. J'ai été un peu moins vigilante à un moment donné. On va dire ça comme ça. Peter, parce que lui, il a voulu se remettre dans le bain, beaucoup plus tôt que moi. Pas tout de suite, mais... Parce que du coup, toi, t'es passé, j'imagine, par les phases du deuil. Ouais. Et... Je voulais voir personne d'autre que lui. Ouais. Parce que je savais que lui, il pouvait comprendre. Et du coup, est-ce que t'as été accompagnée par le corps médical après ? Est-ce que t'as eu un suivi psychologique ? Ils m'ont proposé de voir leur psychologue, j'ai pas voulu. Plus tard, j'ai consulté moi de mon côté, pas spécialement pour ça, pas que pour ça, pour un tout, pour aller retrouver peut-être d'autres blessures d'avant aussi. Et après ma famille, oui, je leur ai dit. Alors on a regretté de l'avoir dit, enfin on n'a pas regretté, mais on s'est dit on comprenait pourquoi certains ne le disent pas avant 3 mois. Mais en même temps, je lui ai dit à Peter, mon mari, je me voyais pas vivre tout ça sans ma famille, sans mes amis. Comment j'aurais pu tenir dans le secret Non, oui, tant pis. Oui, on l'a dit. Ce partage pour traverser les tempêtes. Ça a été à distance, avec des visios, des moments de louange en ligne, enfin, avec mes amis. C'était vital, quoi. C'était vital. Mais après, c'est vrai que je voulais plus voir personne d'autre.
Je voulais juste Peter. Et spirituellement, ça se passait comment avec Dieu après? Est-ce que tu avais vécu? Parce que tu disais que voilà, ce bébé, il était là, il était avec toi, cette petite fille. Si elle devait partir, eh ben, que ça se fasse, mais que toi, t'allais rien faire pour... Je me souviens pas avoir eu de colère. J'étais encore très proche, juste très proche de Dieu. J'avais juste beaucoup de peine. Je mettais en boucle certaines chansons qui me déclenchent encore jusqu'à aujourd'hui le ressenti des émotions de l'époque. Donc pour moi, elles ont la couleur de ce moment-là. En tout cas, pas d'effet immédiat. J'ai pas juste crié à Dieu en disant pourquoi ou... Je l'ai écrit, hein, oui, pourquoi, mais c'était pas... Ça n'a pas été vraiment un sujet. J'ai accepté, je pense. Par contre, il fallait pas me reparler d'un autre enfant. C'est juste ça. Là, à ce moment-là, c'était vraiment pas... Pour notre fille qu'on a actuelle, je me suis jamais dit « Allez, c'est parti, je suis prête ». Si c'était pas venu un peu comme la première fois, finalement, un petit peu... j'ai pas trop calculé, ok. Mais par contre, pas du tout la même grossesse, la deuxième fois. Pas le même enthousiasme, engouement. Je savais dans quoi j'allais mettre les pieds, encore cette béance de colle qui allait pas faire son travail, même si on me disait « Mais tu verras, chaque grossesse est différente ». Non, mais je sais que mon col, il marche pas. Et la preuve, il a pas marché la deuxième fois non plus. On a un peu mieux géré la grossesse pour pas que je la perde. Du coup, là, pour cette grossesse, il n'y avait pas de problème de malformation, c'était juste un problème de ton col et tu as dû rester alité une bonne partie de ta grossesse. Ouais. Tous les 2 derniers trimestres, avec un cerclage où on coud ton col, comme du tissu, et qui n'a pas vraiment fonctionné, ça a lâché quand même. Mais pas assez et en tout cas assez tard pour qu'on s'inquiète pas trop et que j'aille au bout. J'ai fini le col ouvert, mais elle était déjà assez bien grosse pour ne pas tomber comme la première a pu tomber. Et du coup, tu as pu avoir cette grossesse à terme, voilà, voir la naissance de ta fille, de la petite Ketli. Que tu connais très bien. Ma princesse, c'est ma petite princesse. Du coup, processus de reconstruction, qu'est-ce qui t'a aidé à passer le pas? J'ai pas passé le pas, c'est ça le truc. Je pense que je l'aurais jamais passé. J'aurais toujours dit non, mais plus tard. J'avais trop peur et effectivement, la grossesse, elle était anxiogène pour moi. Donc, je l'ai passé un peu seule dans ma tête, à avoir peur de tous ces scénarios qui pouvaient revenir. Tu verras, mais t'emballes pas. J'étais pas du tout dans l'euphorie de toute puissance avec mon bébé. Hein. Là. Et est-ce qu'avec le recul, cette épreuve a transformé quelque chose en toi? Et est-ce que ça a transformé quelque chose avec ta relation à Dieu? On peut dire quand même, oui. Dans le positif, c'est que je sais qu'on peut être proche de Dieu dans la douleur. Je sais qu'il est avec nous dans le feu, vraiment littéralement. Même quand on est au plus mal, il peut être aussi proche que nécessaire pour qu'on puisse rester en vie et qu'on garde quand même une paix et une joie. À un moment donné, j'ai vraiment senti la paix. J'avais plus de crainte de n'importe quelle issue. Du coup, je garde cette expérience en tête, mais ça a quand même eu un effet traumatique, ça c'est sûr. Malheureusement, s'il y a un effet négatif sur ma relation à Dieu, je pense que ça reste quand même du positif, finalement. Cet événement-là, en particulier. Ça fait bizarre de dire ça, que c'est positif. Mais je me dis, je vais la retrouver. Elle n'est pas n'importe où, elle n'est pas dans le néant, elle est là, qu'elle existe, que bientôt je pourrai expliquer à sa petite sœur qu'elle a une sœur, qu'elles sont 2. Alors, on n'en parle plus trop souvent. Et je sais que depuis qu'on a Ketli, on n'en parle pas trop. Avant d'en parler encore. Et j'y pensais tous les jours, pendant 3 ans, jusqu'à ce que j'accouche de la 2e, tout aspect confondu. Qu'est-ce qu'elle aurait été, elle? Et puis, je repense au moment même de la grossesse, ou tout. Je repense à tout. Depuis l'accouchement, depuis que j'ai une autre fille, c'est très différent. C'est passé à un autre plan, parce que c'est plus la seule. Et clairement,
elle me demande moins d'attention. Avant, j'avais pas d'attention accordée à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'était aussi une façon de la faire exister. J'avais besoin qu'on l'oublie pas, que j'avais peur que... Je me suis dit, si moi j'oublie, tout le monde va l'oublier. Oui, c'était une fausse couche, comme on dit. Non, mais moi, je l'ai tenue dans mes bras, je sais à quoi elle ressemble. Et je l'ai sentie dans mon ventre en plus. Je la sentais à des moments particuliers, pendant que je chantais, pendant que je me disais, waouh, mais en fait, on interagit déjà. Et ça, je ne l'ai pas senti pour Ketli, par exemple. Moi, j'ai senti bouger, bien sûr, mais je n'ai pas senti, pas aussitôt, je pense. Et j'ai moins lié, puisque j'avais tellement peur. Donc ça, c'était la partie traumatique. Mais c'est peut-être pas par rapport à Dieu, ça, c'est juste... Mais je savais que Dieu serait là dans tous les cas. Par contre, j'ai presque eu plus peur de la suite, de me dire, bon, bah, maintenant qu'elle est là, elle est en bonne santé, pour la garder en bonne santé, pour l'élever dans la droiture, C'était presque pire de me dire, mais en fait... La plus grande mission. La plus grande mission, elle reste à venir. Qui nous est donnée sur Terre, je pense. Ouais. C'est... Bon, quand on est parents... Avant, en fait, la vie, tu dis, elle est cool. Ouais. Et après, tu dis, en fait, là, t'es haut gradé et t'as pas intérêt de te planter. Ouais, t'es haut gradé. Ouais, c'est ça. T'es haut gradé, mais que dans ton esprit, hein, parce que certains ne comprennent pas que c'est une mission de vie. Que c'est une vraie mission et que tu le vis comme tel, quoi. Que tu y mets tout ton cœur, tout. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui est en train de traverser ça ou qui a traversé ça récemment? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ou qu'est-ce que toi, tu aurais aimé entendre? Eh ben, la seule chose que j'ai toujours eu en tête, c'était de faire vivre le souvenir de l'enfant. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vraiment ce besoin. Mais moi, ça a été tellement fort de vouloir continuer à la faire vivre. On lui a donné un prénom, elle est dans notre livret de famille. Et pour moi, c'est hyper important. Parce que je sais que la douleur, le physique, tout ça, il y a la famille, il y a les amis qui vont accompagner ça. Mais si moi, on me laisse intervenir, j'aurais envie d'encourager une discussion autour de l'enfant. Pas forcément raconte-moi les détails, juste... Faire vivre sa mémoire. Après, ce que tu dis, ça revient... je pense que c'est assez normal. Enfin, je ne dis pas que je suis une spécialiste, mais dans tous les témoignages que j'ai lus, dans tous les ouvrages que j'ai lus par rapport à ça et que j'ai écoutés, ça revient énormément sur le fait que les parents ont envie de faire vivre la mémoire de l'enfant décédé. Et que justement, ils se sentent même très mal. Souvent, ce qui revenait, c'est que les gens se sentaient très mal du fait que plus personne n'en parlait, plus personne n'osait dire le prénom, et que, en fait, quelque part, ils effaçaient clairement la mémoire de l'enfant décédé, en fait. Et souvent, c'était des petites attentions qui revenaient de, voilà, la date d'anniversaire, de dire, ben voilà, j'ai une pensée particulière à ce moment-là, ou ces petites choses-là pour dire aux parents, ben, on s'en souvient, il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Il y a quand même eu un être qui était là, et de pas l'oublier. Un souvenir. Je me souviens. Quelque chose de joyeux. Ça va toujours piquer le cœur. Mais d'après moi, peut-être que je me trompe, mais d'après moi, tout parent aime qu'on se souvienne de quelque chose. Et qu'on le rappelle, et que ce soit pas juste tabou, et qu'on soit pas tout seul à y penser. Et si tu pouvais laisser une parole d'encouragement et d'espérance, ça serait quoi? Que dans le feu, on n'est pas seul, vraiment. Ça n'a pas de sens là, de l'entendre comme ça, mais j'en conviens, mais c'est vraiment ça. Quand on a l'impression que tout va s'écrouler, que c'est trop douloureux, franchement, c'est pas humainement concevable tout ça. Ça n'a vraiment pas de sens. Et ça peut être... il peut y avoir d'autres choses encore, hein. Il n'y a pas que le deuil dans le cadre d'un arrêt naturel de grossesse. Mais dans n'importe quelle situation, je sais que c'est possible que Dieu soit là. Alors il faut le demander, il faut le chercher, il faut l'appeler quand même. Mais il est venu. Franchement, j'ai crié, il est venu. Et donc c'est ça l'espérance que je peux transmettre. Ouais. Merci beaucoup Laetitia pour ton témoignage. Ouais.
J'espère qu'il fera quelque chose à quelqu'un. J'en suis persuadée. Merci beaucoup pour ta confiance, pour la sincérité de tes mots et pour ce témoignage si précieux. Merci d'avoir accepté de partager cette partie de ton histoire avec autant de délicatesse et de vérité. Je prie que ton témoignage puisse apporter du réconfort à celles qui en ont besoin et semer un peu de lumière dans des parcours parfois très douloureux. Et comme tu l'as dit, ou même dans le feu, dans la douleur, Dieu est là. Et merci à vous, chères auditrices, et éventuellement chers auditeurs, pour votre présence et votre écoute. Et n'oubliez pas aussi que dans ces difficultés-là de deuil, de la perte d'un enfant, du deuil périnatal, il y a des associations qui sont là, qui peuvent vous aider et vous accompagner dans ce processus-là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette mini-série autour du deuil maternel avec un autre témoignage, une autre histoire, tout aussi unique. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Femmes en Action. Chaque témoignage est une vie touchée par Dieu et peut-être aujourd'hui la tienne. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une femme qui en a besoin. Abonne-toi sur Spotify ou Apple Podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laisse une note ou un commentaire sur ces plateformes. Ça aide vraiment à faire rayonner ces histoires et à toucher encore plus de vies. Pour continuer à t'inspirer au quotidien, on retrouve Femmes en Action sur les réseaux sociaux. À très bientôt, Femmes en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres.